Saviez-vous qu'il existe plus d'une vingtaine de façons différentes d'investir dans l'immobilier? Investir dans l'immobilier peut vous sembler intimidant au début et c'est normal, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Gardez la monnaie. Ici, on parle d'argent, d'investissement et de finances personnelles. Je m'appelle Loïc Madani et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne les amis, juste un petit clic, terminé, on n'en parle plus. Dans cette vidéo, nous allons voir 20 façons différentes d'investir dans l'immobilier. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous en présenter deux de plus qui risquent de vous surprendre. Commençons par le commencement. Acheter sa résidence principale est bien souvent la première marche pour se constituer un patrimoine et peut-être même un des meilleurs investissements possibles car il n'y a aucune fiscalité dessus. À la revente, je précise. Mais attention, c'est pas toujours le choix le plus rentable. D'ailleurs, certains considèrent qu'il s'agit d'un actif, d'autres d'un passif. Ça se discute et ça dépend vraiment des situations perso, pro et géographiques de chacun. Dites-moi ce que vous en pensez vous et pourquoi pas faire une vidéo ou un débat sur le sujet et je vous donnerai mon avis perso. La location nue, la stratégie la plus répandue du bon père de famille. Comptabilité simple, peu de travail mais avec une rentabilité parfois modeste et une forte fiscalité. Quand le prêt est remboursé, c'est un capital et un loyer mensuel à vie. L'investissement le plus classique. Faire du déficit foncier vous permet de réduire votre niveau d'imposition en rénovant des logements vétustes. C'est-à-dire que si vous achetez un bien ancien à rénover par exemple et que les charges dont la part de travaux sont supérieures aux revenus fonciers que vous allez percevoir, vous serez en déficit foncier. Ce déficit foncier limité à 10 700 € par an peut venir directement en déduction de votre revenu global. Concernant l'excédent, s'il y en a, il pourra être reporté et soustrait durant 6 ans de l'ensemble de vos revenus ou pendant 10 ans de vos revenus fonciers uniquement. Tout ça à condition que le logement soit proposé à la location nue uniquement. Un investissement qui nécessite un peu plus d'investissement car il faut acheter les meubles, une liste de mobilier et d'équipements très précise existe, mais avec une rentabilité et une fiscalité plus intéressantes. Attention, il y a en moyenne un peu plus de turnover des locataires dans les logements meublés que dans les logements loués nus. La durée du bail est plus courte aussi, 1 an au lieu de 3 ans, ainsi que la durée des préavis. On distingue principalement deux types de statuts dans la location meublée. Le loueur meublé non professionnel, LMNP, et le loueur meublé professionnel, LMP, ainsi que deux régimes, le réel et le forfaitaire. Il y a déjà une tonne de vidéos sur ce sujet qui détaillent tout ça, mais si vous voulez que je vous en fasse une dédiée pour tout comprendre et les maîtriser parfaitement, dites-le moi en commentaire. Bien que souvent meublé aussi, la colocation ou le co-living nécessite un investissement initial plus important car cela implique d'acheter de plus grands appartements ou des maisons qui permettent d'augmenter la rentabilité, surtout dans les zones étudiantes. Ça demande plus de travail de gestion mais vous aurez aussi plusieurs payeurs pour plus de sécurité, donc un risque dilué et une rentabilité augmentée. C'est un autre type de location meublée, mais comme son nom l'indique, de courte durée. Comprise entre 1 et 90 jours, elle ne peut pas constituer la résidence principale du locataire. C'est très rentable, mais ça demande une gestion et une organisation plus importante et ça permet de générer effectivement plus de revenus. Vous pourrez déléguer la gestion complète à une conciergerie si vous n'avez pas le temps de la gérer vous-même, mais les frais seront importants et votre rendement sera nettement moins bon. Ah, l'immeuble de rapport, l'IDR, ça fait rêver, hein. Acheter un immeuble entier sans copropriété où vous êtes seul propriétaire, donc seul décisionnaire, souvent moins cher que l'achat d'un appartement seul et offrant une belle rentabilité, c'est pas mal pour développer rapidement son patrimoine. Ça demande une certaine expérience à mon sens et surtout des connaissances techniques. Faut bien prendre en considération que vous êtes également seul à supporter les frais du coût, en cas d'entretien ou de réparation. Idéal pour les petits budgets, peu d'entretien et de gestion, ça peut être un premier pas pour se constituer un patrimoine immobilier. Après, il en faudra beaucoup pour que ça devienne vraiment significatif, mais vous pouvez parfois trouver des lots de quelques parkings, voire même une dizaine ou plus d'un coup, ce qui peut être très intéressant. Il y a plusieurs avantages à investir dans l'immobilier commercial par rapport à de l'habitation.
Tout d'abord, le rendement locatif est souvent plus attractif que dans la location résidentielle. De plus, le prix au mètre carré d'un local commercial est généralement moins élevé que celui de l'immobilier résidentiel. L'immobilier commercial est également perçu comme plus sécurisé en termes de paiement des loyers. Les locataires sont des professionnels, ils ont donc plutôt intérêt à maintenir leur paiement pour continuer à exercer leur activité, ce qui réduit le risque d'impayé. Et contrairement à l'immobilier résidentiel, il n'y a pas de trêve hivernale pour les commerçants, ce qui facilite le processus d'expulsion en cas de non-paiement. Le viager est un type de transaction immobilière unique qui implique l'achat d'un bien moyennant le paiement d'une partie du bien seulement, ce qu'on appelle un bouquet, et le versement d'une rente mensuelle jusqu'au décès des vendeurs, moment où la propriété revient entièrement à l'acheteur. Pour le vendeur, ce système garantit la jouissance du logement tout en percevant une rente mensuelle et une partie de la vente dès la signature. Du côté de l'acheteur, le viager offre la possibilité d'investir sur le long terme, bien que la rentabilité dépende du moment du décès du vendeur. C'est assez bien encadré par la loi, mais à manier avec précaution. Là, c'est un peu plus complexe. On va essayer de faire simple. On parle de nue propriété lorsque le bien acquis a fait l'objet d'un démembrement, divisant ainsi le droit de propriété entre l'usufruit et le nu propriétaire. L'usufruit peut utiliser le bien ou en percevoir des revenus, tandis que le nu propriétaire a le droit de vendre le bien. Cependant, lors de l'achat en nue propriété, l'usufruit est concédé à une tierce personne pour une durée limitée, généralement de 10 à 20 ans, voire jusqu'au décès de l'usufruitier dans le cadre d'une vente viagère, comme on vient de le voir précédemment. À la fin de cette période, le nu propriétaire récupère la pleine propriété du bien, lui donnant la liberté de l'occuper ou de le louer. Le principal avantage est la possibilité d'acquérir un bien à un prix inférieur sur le marché avec une décote allant de 30 à 40% en moyenne car vous ne bénéficiez pas immédiatement de l'usufruit. De plus, pendant la période de nue propriété, les travaux d'entretien sont à la charge de l'usufruitier, couvrant à la fois les parties privatives et communes. Cependant, il y a un inconvénient majeur, l'impossibilité de percevoir des loyers pendant la période d'usufruit, distinguant ainsi l'achat en nue propriété de l'investissement locatif traditionnel. En ce qui concerne la fiscalité, en tant que nu propriétaire, vous êtes exempté de taxe foncière qui est à la charge de l'usufruit. De plus, si vous souhaitez transmettre le bien en nue propriété à un héritier, des droits de donation réduits s'appliquent, calculés selon la valeur du bien en nue propriété. Par exemple, des parents peuvent choisir de donner la nue propriété à leurs enfants tout en conservant l'usufruit du logement dans lequel ils résident et dont ils étaient auparavant propriétaires. Et enfin, le bien en nue propriété n'est pas inclus dans votre patrimoine immobilier pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Même si c'est bientôt terminé et pas remplacé ou renouvelé pour l'instant, le dispositif Pinel permet aux particuliers investissant dans des logements neufs destinés à la location de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en respectant certaines conditions. Attention tout de même avant d'investir en Pinel, soyez vigilants, n'achetez pas uniquement pour l'avantage fiscal car vous achetez avant tout un bien immobilier. L'avantage fiscal ne doit être qu'un plus et pas la raison principale de votre investissement. Les fondamentaux avant tout. Beaucoup le décrivent comme un piège ou une arnaque, moi je pense que s'il est bien fait, ça peut être un investissement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, perso j'en ai déjà fait 2, je pourrais vous donner tous les chiffres pour vous faire une idée si vraiment ça vous intéresse. Le dispositif Malraux est plutôt destiné aux personnes fortement fiscalisées. Il vous permet de réduire vos impôts tout en investissant dans des programmes de rénovation d'immeubles situés dans des secteurs sauvegardés. En gros, vous investissez généralement en hyper-centre-ville et bénéficiez de réductions d'impôts de 30% sur le montant des travaux réalisés que vous pourrez étaler sur plusieurs années. Cette loi date de 1962 et vise à protéger le patrimoine historique français et les zones sauvegardées. Dans le même style, mais avec quelques différences quand même, la loi Monument historique vise à inciter les contribuables à investir dans la rénovation de biens immobiliers classés, contribuant ainsi à sauvegarder le patrimoine remarquable français. L'État permet que le montant total des travaux investis dans ces projets de rénovation soit entièrement déductible des revenus de l'investisseur. Certaines règles doivent être respectées pour bénéficier de cet avantage fiscal, mais ce dispositif se révèle particulièrement avantageux pour ceux qui se situent dans une tranche d'imposition élevée. L'un des points forts de la loi Monument historique est sa flexibilité. Vous n'êtes pas obligé de mettre le bien en location pour bénéficier de la défiscalisation. Cependant, il est impératif de conserver le bien immobilier pendant au moins 15 ans.
Ce type d'investissements patrimoniaux nécessite bien souvent un accompagnement personnalisé. L'outil de défiscalisation Girardin est l'un des plus intéressants fiscalement. Toutefois, il comporte de nombreuses subtilités, c'est pourquoi je vous recommande de faire appel à un expert en gestion de patrimoine avant d'investir en Outre-mer. D'autant que ce dispositif offre plusieurs options. Il existe 2 lois Girardin, immobilier et industriel. Les principaux avantages sont les suivants. Vous participez au développement économique des territoires d'outre-mer. Vous profitez d'une réduction d'impôt conséquente qui peut atteindre 50% du montant de l'investissement. Vous bénéficiez d'un plafonnement des niches fiscales qui s'élève à 18 000 € contre 10 000 € en métropole. Je ne suis pas un expert dans ce type d'investissement, donc encore une fois, je vous recommande vraiment de vous faire accompagner dans votre investissement. Les sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, sont des sociétés d'investissement collectif rassemblant des investisseurs, qu'ils soient des personnes physiques ou morales, qui vous permettent d'investir dans un parc immobilier en achetant des parts d'un ensemble de biens. L'avantage principal est que vous avez la possibilité d'investir avec un faible montant, quelques centaines d'euros même sur certaines plateformes maintenant, et le second, c'est tout simplement que vous n'avez pas à vous occuper de quoi que ce soit, comme la recherche des biens, des locataires ou de la gestion. Bref, vous ne gérez rien. Cependant, l'inconvénient majeur est que vous ne choisissez pas directement dans quel bien vous investissez et que les frais d'entrée, de gestion et de sortie peuvent considérablement impacter votre rendement. Un autre point positif est la diversification des risques. En investissant dans une SCPI, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ce qui vous permet d'investir de manière diversifiée. On parle souvent de pierre-papier quand on parle d'investissement dans l'immobilier à travers l'achat de parts et d'actions de SCPI ou d'OPCI, organismes de placement collectif immobilier. Investir dans une SCPI peut se faire directement ou via une assurance vie, mais il faut être conscient que l'achat ou la vente de parts n'est pas toujours possible à tout moment, dépendant de la disponibilité sur le marché. On parle également de pierre-papier lorsqu'on parle de SIC, les sociétés d'investissement immobilier cotées, aussi appelées foncières cotées. Similaire au SCPI, cette approche vous libère des préoccupations liées à la gestion et à l'administration. Il vous suffit de placer un ordre d'achat ou de vente en bourse sur une action comme par exemple Gecina, Covivio, Clépierre, Altarea, Icade ou Unibail pour profiter des revenus locatifs sous forme de dividendes et de l'évolution de la valeur immobilière de vos investissements au fil du temps. Le crowdfunding immobilier ou le financement participatif en français permet à des investisseurs particuliers de contribuer au financement de programmes immobiliers et de participer à des projets immobiliers d'envergure, traditionnellement réservés aux investisseurs institutionnels. Ces financements sont souvent sollicités pour des opérations de promotion ou de réhabilitation, que ce soit dans le résidentiel, l'hôtellerie ou les bureaux. En échange des fonds investis, les investisseurs perçoivent une rémunération calculée en fonction d'un objectif de rentabilité. Cette rémunération est généralement versée soit à la fin de l'opération, soit annuellement, soit parfois même trimestriellement. Les taux de rémunération sont assez élevés car ils vont en moyenne de 9 à 12%, voire parfois plus. Il existe aujourd'hui de nombreuses plateformes qui vous permettent d'investir dans du crowdfunding immobilier en France, comme par exemple Anaxago, Omunity, Baltis, Razer ou encore Tudigo. Et les tickets d'entrée sont assez faibles en général sur ce type d'opération. Renseignez-vous et choisissez vos plateformes avec soin. La société civile immobilière, ou SCI, est une structure où plusieurs personnes peuvent acheter et gérer un bien immobilier collectivement. C'est la société qui devient propriétaire du bien et chaque associé détient une part de la société représentée par des parts sociales. La création d'une SCI nécessite un minimum de 2 personnes sans aucun capital minimum. Ça en fait une option idéale et flexible pour ceux qui souhaitent investir entre amis ou en famille dans l'immobilier. Une SCI relève en principe de l'impôt sur le revenu, mais les associés ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Le choix du régime fiscal de la SCI a des conséquences au niveau de l'imposition des revenus et des plus-values immobilières. Si vous voulez en savoir plus sur les SCI, toujours pareil, dites-le moi en commentaire. L'achat-revente peut être un super levier pour vous constituer un apport financier conséquent et vous permettre d'envisager des projets plus ambitieux ou tout simplement faire une plus-value. Les banques sont souvent réticentes à financer des projets d'achat-revente en raison du risque lié à la revente
ou au manque d'expérience. Si vous démarrez, il est préférable d'approcher les banques en indiquant que vous envisagez un investissement locatif ou encore tout simplement l'achat d'une résidence principale si votre situation est cohérente bien sûr, tout en gardant la possibilité de changer d'avis ou de situation par la suite. Bien évidemment, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire 5 fois dans l'année en nom propre, au risque de vous faire requalifier à coup sûr de marchand de biens et de vous retrouver avec la fiscalité d'un professionnel. Gardez à l'esprit l'impôt sur la plus-value également qui atteint environ 35% pour les transactions à titre particulier, sauf bien sûr pour la résidence principale qui est totalement exonérée. Mais il faut prouver que c'est votre résidence principale, vous ne pouvez pas la revendre immédiatement sans jamais l'avoir habitée. Oh my god, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu... Mais il faut prouver que c'est votre résidence principale, vous ne pouvez pas la revendre immédiatement du coup sans jamais l'avoir habitée. Et voilà 20 façons différentes d'investir dans l'immobilier. Dites-moi si vous les connaissiez toutes et si vous en connaissez d'autres ou si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Excuse-moi, t'avais pas dit qu'il y en avait 22? Tu vas nous faire le coup à chaque vidéo en fait, c'est ça? Non, pas du tout, c'était juste pour savoir si tout le monde suivait. Donc voici maintenant 2 autres façons d'investir auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé ou même entendu parler. La première est un investissement assez inhabituel. Saviez-vous qu'il était possible d'investir dans une forêt ou un vignoble? Certains investisseurs se spécialisent dans les parcelles de forêt ou les vignobles avec des avantages fiscaux bien spécifiques, pouvant aller par exemple jusqu'à 75% d'exonération d'impôts. De quoi se constituer un patrimoine diversifié sans faire exploser le montant imposable de son patrimoine. Et enfin, la dernière et peut-être la plus accessible de toutes. Avez-vous déjà pensé à louer une chambre de votre résidence principale? Si vous avez une chambre de libre après le départ de vos enfants ou la possibilité de créer un studio ou une dépendance sur votre terrain par exemple, pourquoi ne pas envisager de la mettre en location? C'est une très bonne façon de générer des revenus supplémentaires en toute simplicité. Vous avez plusieurs options pour la location, un bail meublé, un bail étudiant ou un bail mobilité. Vous pouvez même envisager la location saisonnière. Ces choix dépendent de vos préférences bien sûr et de la demande. Sachez qu'il est quand même obligatoire de déclarer le loyer généré aux impôts. Et voilà les 22 stratégies pour investir dans l'immobilier. Chacune a des avantages et des inconvénients. Certaines peuvent être complémentaires à d'autres. Avant d'investir, effectuez des recherches approfondies bien sûr et ajustez vos stratégies en fonction de vos objectifs financiers. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. C'était Loïc Madani, prenez soin de vous et gardez la monnaie. Ciao.